Je pense qu'on y, Et on y est. Bah, du coup, je vais faire on va commencer. Je vais faire oui, la bien, présentation parfait. très, très rapidement. Eh ben, alors, rebonjour ou bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être ensemble aujourd'hui pour accueillir Pierre Quay. Pierre Quay qui est philosophe, qui est un spécialiste euh, plein de choses, mais notamment de la Renaissance, d'architecture, qui mène aussi depuis quelques années des travaux sur des questions davantage liées à, on va dire, pour aller vite, à l'environnement, aux enjeux aussi de durabilité. Il va évidemment en reparler dans un instant, et qui avait publié notamment, j'insiste sur cet ouvrage en particulier, en 2015, une critique de la destruction créatrice, qui est pour moi un livre vraiment extrêmement important, extrêmement dense aussi, qui est vraiment un livre de philosophie, de métaphysique, et qui est en fait une analyse, finalement une reconstruction de ce qui apparaît pour lui comme une sorte de métaphysique de la production et de la destruction, à laquelle il essaie de trouver des alternatives, et notamment en passant par le néoplatonisme. Donc c'est une voie extrêmement originale qui dégage des pistes, notamment la question de l'improduction, dont j'essaie de me ressaisir d'ailleurs dans Héritage et fermeture, qui pour moi est vraiment extrêmement intéressante et extrêmement pertinente. Et il a prolongé cet effort de réflexion plus récemment. Alors je ne sais plus si c'était en 2020 ou en 2021. J'avoue que j'ai Ça un doit trou. être 20. Le temps 2020, passe si vite. c'est Le ça. temps passe si vite. Dans un livre qui s'intitule Durée, qui a été publié aux Belles Lettres, et qui est un livre plus accessible peut-être que la critique de la destruction créatrice, qui est un livre aussi qui brasse différents domaines, y compris le domaine des sciences humaines, mais qui reste quand même un livre de philosophie, mais voilà, qui va chercher du côté du droit, de l'économie et tout un tas d'autres domaines pour faire une proposition, pour défendre une forme de développement durable, mais j'allais dire pas le développement durable au sens un peu galvaudé qu'il a pu prendre ces derniers temps, mais vraiment développement durable au sens littéral du terme, c'est-à-dire avec à la fois développement et durable ensemble, comment est-ce qu'on peut les penser, et donc il s'intitule Durée, et je pense peut-être que voilà, Pierre Quay va nous en reparler aujourd'hui, et donc j'ai souhaité l'inviter à partager ses réflexions avec nous, et je suis extrêmement heureux qu'il ait accepté, et je vais sur ce, sans aller plus loin, lui passer la parole et le remercier à nouveau. Merci Alexandre, merci de votre invitation. C'est pour moi une invitation très importante, hein. Je sais vraiment les enjeux que votre laboratoire, que vos propres recherches mettent en œuvre et qui, comme vous l'avez dit, croisent certaines de mes questions. Et je suis heureux de pouvoir poursuivre ce dialogue que nous avons déjà commencé par correspondance électronique. Et donc, ça sera aujourd'hui l'occasion certainement d'approfondir certains points que nous avions déjà abordés. Alors effectivement, voilà, moi je suis dans une position un peu singulière parce que je défends une expression qui finalement connaît beaucoup de discrédit depuis bien une dizaine d'années, qui est celle de développement durable, hein, parce que, et à juste titre, parce qu'on considère beaucoup d'écologistes considèrent que la notion de développement durable, c'est un peu l'écologie du business et de l'administration. Et en ajoutant, pour être un peu moins polémique et un peu plus précis, que le développement durable repose essentiellement, hein, tel qu'on l'entend hein, dans sa formule triviale, repose essentiellement sur l'économie environnementale. Alors, je n'ai pas fait ça aujourd'hui, mais il faudrait une autre fois, sans doute, qu'on vienne discuter des limites de l'économie environnementale, hein, d'une part de la construction de cette nouvelle branche de l'économie, de ses principes, mais aussi de ses limites. Il est clair, j'y reviendrai, j'y reviendrai un petit peu, mais il est clair qu'aucune transformation du système productif ne peut reposer aujourd'hui sur les principes de l'économie dite environnementale, tout simplement parce que ce type d'économie, qui reste une économie mainstream, hein, est sans doute capable d'engager des évolutions, mais certainement pas des transformations. Voilà, pour le dire extrêmement vite. Alors, et pourtant je considère que cette notion n'est pas caduque. Pour le dire vulgairement, qu'il ne faut pas jeter le
bébé avec l'eau du bain. Dominique Bourg dit très justement, hein, ça pourrait être une première entame de la question, la notion d'environnement durable, de développement durable est bon à jeter dans les poubelles de l'histoire. Encore faudrait-il garder, réfléchir, méditer sur la notion de durée ou de durabilité. Hein, c'est à peu près ce que j'ai essayé de faire dans un livre qui dit bien son nom, hein, qui s'appelle Durée, hein, et qui est une réflexion sur la place de la durée dans les systèmes productifs. Alors, je vais essayer de vous le résumer, ou en tout cas de vous exposer ces principaux résultats. Alors, je vais d'abord commencer par un constat un peu désespérant, à savoir que depuis 50 ans, l'écologie est à l'ordre du jour de l'agenda politique, de l'agenda de la puissance publique. Je ne parle pas de l'écologie comme science, qui est bien plus ancienne, mais le fait que des administrateurs, des politiques aient pris conscience des enjeux de l'écologie, ça a déjà 50 ans. Et je vous rappelle que le premier ministre de l'écologie, c'était dans un gouvernement français, à l'époque du président Pompidou, c'était Robert Pujol. Nous étions en 1971. Bon, c'était déjà une première prise de conscience. René Dumont fait les élections présidentielles de 1974 et c'est tout de même un moment important en France et ailleurs de la prise de conscience politique de l'écologie. Alors depuis lors, l'écologie a pris une dimension politique et administrative considérable. Je ne vous parle pas simplement des conférences internationales, de la naissance d'une diplomatie environnementale, dont la première est certainement la conférence de Stockholm de 1972, mais dont la conférence de Rio de 1992 ouvre les perspectives que l'on connaît et qui se traduit par les COP qui reviennent régulièrement. Non seulement naissance d'une diplomatie environnementale, mais aussi multiplication des lois, voire introduction des notions écologiques dans un certain nombre de constitutions. Bon, et je pourrais multiplier les initiatives politiques, administratives, je pourrais louer la bonne volonté de notre classe politique, mais malheureusement, malgré tous ces efforts, malgré le consensus international qui semble s'être cristallisé autour de l'urgence de la situation, les résultats sont absents. L'usage des pesticides et des engrais de synthèse ou les rejets des gaz à effet de serre ne cessent de croître, les ressources naturelles continuent à s'épuiser, la biodiversité est de plus en plus menacée. Et puis, on va dire, ce sont des nouvelles extrêmement récentes, on ne cesse de déplorer le réchauffement climatique et on ouvre à nouveau les centrales électriques au charbon. Vous voyez dans quelle impasse nous sommes. Et le danger, c'est de dire évidemment, pourquoi tous ces efforts pour rien? Sommes-nous devenus si impuissants que même d'accord, nous ne puissions réussir? Voilà la question fondamentale. Et de fait, ce manque de résultats est décourageant. Il finit par fissurer le consensus autour de l'urgence écologique. À quoi bon tous ces efforts, tous ces rapports, ces conférences, toutes ces lois, toutes ces modifications constitutionnelles? Pour quels résultats? Et de fait, vous le voyez bien, on revient aujourd'hui aux vieilles politiques de lutte entre les grandes puissances mondiales, s'appuyant évidemment sur une course effrénée et perdue d'avance pour la croissance. L'inflation, le retour de l'inflation est l'expression même de cette croissance impossible. Mais on va pas. Il faudrait qu'on parle d'économie de façon très centrale. La question de l'inflation aujourd'hui est décisive pour ce que nous affrontons, mais en tout cas, elle témoigne de cette impossibilité de la croissance. Et le danger, c'est que vous le voyez bien, un certain nombre de puissances politiques, aussi bien à l'ouest qu'à l'est, disent tout ça ne sert à rien,
Reprenons les vieilles recettes productivistes, croissantistes, au nom de la puissance, au nom des luttes, évidemment, que cette situation ne cesse d'engendrer au niveau international. Donc, on est effectivement au cœur de cette histoire-là, que ce soit sur la frontière orientale européenne ou que ce soit sur la frontière pacifique. Alors, moi je dis, bon, tout ça, évidemment, je ne nie pas la bonne volonté de tous ces acteurs, nombreux, de plus en plus nombreux, mais je dis, il y a peut-être un problème, une question de méthode et d'outil. Moi, je suis philosophe, et donc je réfléchis beaucoup sur le sens des mots, et on va réfléchir sur la notion de durée de développement. Je réfléchis sur les méthodes, sur les outils, parce qu'il me semble important, effectivement, de forger, de confectionner les outils qui nous permettent de conduire une nouvelle politique tout à fait différente de celle que les administrations ont l'habitude de pratiquer. Alors, question de méthode. Lorsqu'on considère, par exemple, l'agenda 2030 adopté par les Nations Unies en septembre 2015, on est frappé par la dispersion des objectifs du développement durable. Alors, l'ONU compte 17 objectifs, éradication de la pauvreté, lutte contre la faim, accès à la santé, etc. etc. Bon, 17 objectifs qui eux-mêmes, et tout ça des objectifs évidemment fondamentaux, que je ne remets pas en cause, mais ces objectifs eux-mêmes se déclinent en 169 cibles. Alors sans doute, tous ces objectifs méritent-ils d'être poursuivis, mais encore faudrait-il une approche moins ponctuelle, moins segmentée, plus globale et plus méthodique, une approche capable d'éclairer les corrélations entre ces multiples finalités et qui, davantage encore, nous permettent de concevoir le cadre institutionnel et pratique du système productif le plus propice à leur convergence. Alors, si vous voulez, on se rend bien compte de comment dire, de l'inefficacité de la dispersion de ces objectifs, la dispersion de ces plans, et c'est la raison pour laquelle on entend, je ne vais pas en parler longuement, mais c'est un point vraiment décisif sur lequel aussi il faudrait parler, on entend le retour d'un terme qu'on avait totalement oublié depuis 30 ans, 40 ans, qui est le terme de planification. Bon. Alors, il faudrait longuement gloser sur ce retour, qui est vraiment une question intéressante, mais qui a au moins le mérite de signifier le fait qu'on ne peut pas se contenter de saupoudrage et qu'il faut tout de même s'organiser, organiser ses finalités et organiser ses outils. Voilà, ça c'est comme ça que j'entends la notion de planification, et si vous voulez, on en reparlera dans la discussion. Alors, le premier point méthodique que j'aimerais aborder avec vous, c'est d'abord, il me semble important de distinguer méthodologiquement l'écologie du développement durable, qu'on a, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on a plutôt tendance à opposer. Développement durable, écologie du business et de la puissance publique, l'écologie, écologie des mouvements, des mouvements sociaux, de l'action politique, etc. etc. Bon. Les écologistes, et en particulier l'écologie politique, rejettent habituellement la notion de développement durable comme si celle-ci visait à remplacer l'écologie et à la rendre inutile. En réalité, ces deux notions bien définies sont complémentaires et, à mon sens, ont vraiment besoin l'une de l'autre. Parce que sans développement durable, c'est-à-dire, ça veut dire quoi, la notion de développement durable? Ça veut dire la question de l'intégration de l'écologie au système économique et productif. Ou si vous voulez, on peut dire l'inverse. La question du système économique et productif dans le cadre écologique, mais peu importe le sens finalement où on place les choses. Voilà, bon, donc ça c'est une question importante. Je veux dire, il ne sert à rien de réfléchir à la question écologique si on n'est pas au clair sur les questions de système productif. Ce n'est pas toujours net. Voilà.
Ça, c'est le premier point. En sens inverse, et là, je suis tout à fait d'accord avec les mouvements écologiques, en sens inverse, sans l'écologie, le développement durable n'est qu'une ruse du capitalisme pour se survivre à lui-même dans son mode le plus débridé de la commercialisation, de la marchandisation générale de la société, hein, tout se vend, tout s'achète, comme le lui reprochent habituellement et à juste titre les mouvements écologistes. Et c'est vrai, si on fait attention un peu aux logiques de l'économie environnementale que j'ai évoquées tout à l'heure, ben l'une des grandes opérations d'économie environnementale consiste à monétariser les biens, les ressources naturelles, hein, le patrimoine naturel, à le patrimonialiser, mais pas au bon sens du terme, hein, le faire rentrer dans les circuits financiers, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de la valeur carbone et de tout ce mode de calcul qui est très à la mode chez les économistes aujourd'hui. Alors, moi, je vais être assez radical, et on pourra en discuter. Pour moi, l'écologie, c'est d'abord une science, c'est une science qui est faite de méthodes et d'objets. Bon, une méthode, c'est l'étude des populations, de tout type de population hein, vivante, dans leur milieu, dans leur biotope. C'est une approche globale du vivant, ce qui, du point de vue épistémologique, la distingue de la biologie, qui est une approche analytique. Voilà, pour moi, l'écologie, c'est d'abord cela, ce qui est tout de même une constitution épistémologique hein, forte. Alors, les objets, on les connaît, hein, je vais être très rapide, des objets ou des problèmes, diminution de la biodiversité, épuisement des sols et des ressources naturelles, empoisonnement des sols et des eaux, problèmes sanitaires qu'entraîne la pollution, et puis, last but not the least, le réchauffement climatique. Le développement durable, je l'ai dit, n'est pas de l'écologie proprement dit. Il ne traite pas directement de ces 5 grands problèmes, mais il constitue une réflexion sur les conditions de la production soumises à la contrainte des problèmes écologiques, en faisant de la production non pas la cause des problèmes, comme c'est le cas aujourd'hui, mais au contraire, l'une des clés de leur résolution. Et en cela, le développement durable est une question d'abord d'économistes et de juristes, mais encore faut-il que cette économie et ce droit soient passés par le filtre de la critique. Voilà. Et c'est un peu le travail auquel je me suis attaché. Alors, mon exposé, alors, Alexandre, j'ai combien de temps Oh, une heure, puis après, ou un peu plus, on a Oui, hein, jusqu'à… c'est le Voilà. cours, c'est Oui, le oui. cours. Après, Hein. on peut Bon, garder du temps pour des échanges, mais oui, non, oui, non, on oui, est mais j'ai compté comme ça. Hein, donc, bien. je vais prendre mon temps. Hein, il y a tout à fait l'heure. C'est parfait. Donc, mon exposé va s'articuler en 2 parties. D'abord, je vais montrer que la signification du développement durable n'est pas la même si, d'une part, si hein, on insiste sur le développement plutôt que sur le durable, ou de l'autre côté, si on insiste sur la durabilité plutôt que sur le développement. Aujourd'hui, quand on parle de développement durable, on insiste d'abord sur le développement. Et c'est tellement vrai que le terme répandu dans la diplomatie environnementale internationale, ce n'est évidemment pas le terme français de développement durable, mais c'est le terme anglo-saxon de Sustainable Development. Or, j'aimerais faire une remarque sur ce terme de Sustainable Development. Sustainable Development, c'est une notion qui est antérieure à la prise de conscience écologique. C'est une notion qui a été formulée par l'économiste Walt Rostow dans les années 50 pour décrire une croissance sans crise cyclique, une croissance, comme il dit, auto-soutenue, et qui était l'idéal de ces très fortes croissances qu'on a pu connaître après les années 47-48. Voilà. Hein. Donc, le terme de Sustainable Development, au départ, c'est un terme issu d'une théorie de la croissance hyperproductiviste. Et puis après, c'est devenu, à travers le rapport Brundtland de 1987, hein, une sorte de mot de passe pour conjoindre les problèmes écologiques et les problèmes économiques. Mais comme vous voyez, son origine ne dit rien
en réalité, de la construction de la durée, ou plus exactement sous-entend que la durée est construite par le développement. Alors qu'il faut prouver le contraire, c'est-à-dire comment le sens du temps, comment notre capacité à construire du temps contribue à modifier les conditions mêmes du développement. Vous voyez, c'est l'inverse. Et ça change pas mal de choses. C'est ça le nœud de l'opération à laquelle j'ai réfléchi, l'opération théorique à laquelle j'ai réfléchi. Et de fait, il faut mettre, en tout cas, c'est ce à quoi je me suis attaché, mettre la notion de durée au premier plan pour penser le développement à partir même de la durée. Et on verra que cela ne signifie absolument pas la même chose, déterminer le développement à partir de la durée, et non l'inverse, la durée à partir du développement. Et c'est ce qui me conduira à réfléchir à une économie, aux principaux facteurs de production du système productif, de l'économie, sous le couvert de la durée, au service de la construction du temps. Voilà, c'est ça l'idée centrale de ma réflexion. Et puis, dans un second temps, et c'est ce que j'explique, j'essaierai de montrer que les notions fondamentales de la production et de sa théorie économique, le capital, le travail, la technique, voilà, changent elles aussi de sens à partir du moment où on les pense sous le couvert de la durée au service de la construction du temps. Et donc, je vais réfléchir à une théorie économique où le capital, le travail, la technique sont mis au service du temps. Voilà, c'est ça. Elle est toute simple, l'opération. Mais voilà, il faut la suivre. Enfin, elle mérite. Voilà le geste. Qu'est-ce que alors l'économie, la science économique, ça c'est ce que dit l'historien de l'économie Pierre Decker. Il dit la science économique, elle est acosmique. Elle commence un peu à penser l'espace un tout petit peu, mais elle pense le temps de façon extrêmement pauvre. Vous savez, c'est T plus 1, T plus N. Bon, débrouillez-vous avec ça. Bon, alors on fait des taux d'actualisation avec ça. Bon, je vous laisse. Mais réfléchir sur les fondements même de la production économique à partir du temps, aucun économiste ne le fait. Et c'est notre travail de critique de rappeler qu'il n'y a pas d'inscription économique sans auparavant une inscription dans l'espace et dans le temps. Voilà. Alors, je pense, je vais peut-être être un peu rapide. Alexandre, votre équipe est tout de même très au fait des principaux moments de l'histoire des politiques publiques en matière d'environnement, d'écologie, ou je peux être un peu trivial? Non, on peut rappeler des choses. Il n'y a pas vraiment. Prenons le temps. Je Bon, pense que c'est bien de. parfait, parfait. Alors, comme vous le savez, la notion de développement durable, de sustainable development, bon, il y a on trouve quelques occurrences auparavant, mais elle date essentiellement du fameux rapport Brundtland de 1987. Voilà. Alors, je voudrais dire simplement deux mots sur ce rapport, Notre avenir à tous, rédigé donc en 87 par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'ONU. Et c'est un rapport important qui a inauguré pas mal de choses dans l'histoire politique de l'économie, dans l'histoire publique de l'écologie mondiale. C'est le rapport qui a servi à préparer le sommet de la Terre de 92 à Rio. Et je voudrais simplement dire que ce rapport de 87, c'est en quelque sorte une réponse au rapport du Club de Rome de 1972. Et pourquoi c'est une réponse? Le rapport du Club de Rome, il arrive en fin de cycle d'une croissance exceptionnelle dans l'histoire économique du monde, la croissance 48 ou 45 pour les États-Unis, 69, enfin bon, 69-70, et c'est une croissance exceptionnelle. Et donc on se dit, bon, on réfléchit encore avec les modèles de l'économie néoclassique qui sont des modèles d'équilibre, voire d'équilibre stationnaire. Et on se dit, bon, on est arrivé là à un équilibre stationnaire, c'est bien. Il va falloir organiser le soft landing de la croissance, et donc d'où l'idée d'une croissance zéro, d'une croissance stable, pour répondre évidemment
aux difficultés qu'évoquaient les Meadows, le rapport Meadows, le couple. Voilà. En 87, la situation est tout à fait différente. Les États-Unis, l'Europe et d'une certaine façon l'ensemble du monde a connu, à la suite des deux chocs pétroliers, a connu une crise assez sérieuse, avec une inflation extrêmement spectaculaire aussi. Et donc, en 87, on ne se pose plus du tout les mêmes problèmes qu'en 1972. On se dit, on ne peut pas faire de la croissance zéro parce que c'est conduire à l'appauvrissement général de la population. Voilà la réflexion de Madame Groth-Brundtland, qui a piloté, qui a présidé cette commission. Et donc, il s'agit à nouveau, où il s'agit de concilier la croissance, et même une croissance forte, comme le dit le rapport, avec les questions écologiques. Alors, ce rapport, il a tout de même l'immense mérite de poser une question qu'on ne s'était pas vraiment posée, ou de façon un peu marginale, qu'on ne s'était pas tellement posée au niveau des politiques publiques, qui est la question de la responsabilité à l'égard des générations futures. Voilà. Le développement durable, je cite le rapport, c'est s'efforcer de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité de ceux des générations futures. Et c'est précisément cette responsabilité à l'égard des générations futures qui justifie que ce développement soit qualifié de durable. Le développement durable, c'est au départ l'idée d'un développement capable de transmettre au moins le même montant de capital à la génération suivante, un développement capable de produire sans épuiser le capital productif. Et de fait, certains économistes jugent que la croissance exceptionnelle qu'a connue l'Occident après-guerre jusqu'à la fin des années 60 repose en grande partie sur un prélèvement et une diminution sans retour ni compensation du capital naturel. Il y a eu un peu confusion entre revenus et capital dans le calcul de la croissance de l'après-Seconde Guerre mondiale. Voilà. Alors, cela dit, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Parce que transmettre le même montant de capital à la génération suivante, c'est aussi une source de discussion. Et on n'est pas nécessairement d'accord sur les termes, et en particulier sur la nature du capital transmis. Et ça, c'est un débat qui est très important. Les uns disent que le capital à préserver, c'est essentiellement le capital des ressources naturelles non renouvelables, ce qui est effectivement extrêmement contraignant, puisque cela devrait entraîner, en tant que ces ressources ne sont pas renouvelables, la fin de leur exploitation, ou alors, en sens contraire, la recherche de nouveaux gisements, avec cette idée néanmoins que tout cela a un prix et aura nécessairement bientôt une fin. Et finalement, les discussions sur les ressources énergétiques fossiles tournent un peu autour de ça. Mais, et c'est là où le verre est dans le fruit, mais ceux qu'on appelle les néo-productivistes, dont le plus célèbre est le prix Nobel d'économie Robert Solow, disent tout autre chose. Ils disent que la notion de capital est une notion globale, qu'il ne faut pas simplement tenir compte du capital naturel, mais aussi du capital financier ou encore du capital technique et des savoir-faire que les hommes enrichissent et perfectionnent de génération en génération, de sorte que ce capital financier et technique peut très bien se substituer au capital naturel, se substituer au capital naturel, et que dans ces conditions, il suffit pour respecter la responsabilité à l'égard des générations futures de transmettre le même capital global. Autrement dit, les capacités d'investissement et les progrès techniques qui permettent les gains de productivité dans l'exploitation des ressources naturelles devraient compenser largement le prélèvement sur ces mêmes ressources. Voilà, ça c'est la théorie de Robert Solow, qui lui a valu le prix Nobel. En réalité, tant qu'il y a dans cette perspective, tant qu'il y a de la croissance, la substituabilité du capital naturel par le capital financier, sinon technique, est assurée,
Le néo-productivisme juge que quoi qu'il arrive, les générations futures seront bien plus riches financièrement et bien mieux armées technologiquement que notre génération, et donc qu'il n'y a pas de problème. Voilà, un tour de passe-passe magnifique, hein, qui justifie la continuité de la croissance, hein, sous sa forme contemporaine. Alors c'est vrai, quand on voit, euh, quand on lit le rapport Brundtland, on voit bien que la notion de développement durable est fortement marquée par la volonté de relancer la croissance, hein. J'ai expliqué pourquoi. Le rapport Brundtland garde une approche productiviste de l'économie qui ne remet pas en question les notions de croissance et de développement nées de l'après-guerre, ou plus exactement une approche néo-productiviste qui pense que les progrès et les transformations techniques devraient suffire à régler les problèmes écologiques sans qu'on ait à remettre en cause les fondements économiques et sociaux de notre système productif. Il est vrai, alors là, il y a un effet historique, c'est-à-dire au moment où triple, triple, triple rencontre, triple conjonction, réduction par la politique monétariste reaganienne des années 80 de l'inflation, rapport Brundtland en 87. Et puis, à la fin des années 80, hein, on est vraiment dans une période extrêmement dense, hein, où un nœud se constitue. Et puis, à la fin des années 80, au début des années 90, l'explosion des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Robert Solow, toujours le même, disait de façon assez ironique et amusante, disait, mais finalement, les ordinateurs, j'en vois partout, sauf dans les statistiques de productivité. Il voulait dire par là, bon, que cette nouvelle technologie ne changeait rien au système productif. Alors c'est faux, alors c'est vrai aujourd'hui, mais c'est faux en 1990. Voilà. C'est drôle, hein, c'est vrai en 80, enfin c'est le début. Dans les années 80, on ne le voit pas bien. Dans les années 90, les années clintoniennes, qui sont les années des nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est évident qu'elles bouleversent les gains de productivité. Et puis de nouveau, on est revenu à une période de stagnation. Bon, tout ça, c'est ce que les économistes appellent the productivity puzzle, hein, l'énigme de la productivité, qui est une question passionnante et ô combien difficile, mais en tout cas, là, sur cette année-là, elle est claire, les nouvelles technologies sont efficaces. Alors, ces nouvelles technologies, c'est formidable pour le rapport Brundtland, parce qu'elles donnent l'impression qu'on va pouvoir concilier croissance et écologie. Ça a été la grande promesse des années 90. On en est loin aujourd'hui. On a le recul nécessaire pour voir combien, toute l'illusion que portaient ces promesses. Il reste que dans les années 90, je m'en souviens, on nous promettait on nous promettait, à travers ces nouvelles technologies, à la fois plus croissance, plus-value, gain de productivité, hein, c'était le volet économique de cette révolution technologique. C'était des technologies qui apparaissaient propres, mais apparaître, hein, on sait aujourd'hui, tout au contraire, hein, tout le cycle de pollution et d'épuisement que ces nouvelles technologies ont engagé. Mais en 90, on ne voyait pas du tout ça, hein. On voyait au contraire que le caractère virtuel, aérien, spirituel, je mets des guillemets à spirituel, de la chose, hein. On parlait de capitalisme cérébral, de capitalisme cognitif, enfin, quelque chose de très clean, hein, voilà. Et puis ces nouvelles technologies comportaient aussi un volet social. Elles semblaient requérir et favoriser l'élévation du niveau d'éducation et de compétences des travailleurs et des travailleuses. Bon, on sait bien aujourd'hui qu'elle a engendré aussi un nouveau prolétariat, un prolétariat que Caselli appelle un prolétariat invisibilisé, avec des modes de contrat de travail qui constituent un recul violent de la condition sociale du travail. Donc la promesse, elle a disparu. Alors comme je le disais, c'est le moment où l'on commence à parler d'économie immatérielle, de capitalisme cérébral, informationnel ou cognitif. On ne dit plus ça maintenant. Je crois que
c'est tombé dans les poubelles de l'histoire, hein, mais dans les années 90, vous ne pouvez pas imaginer hein, combien ce type de discours était répandu et dans lesquels certains experts ont vu le remède miracle à la crise, à la fois économique et écologique de la production, en tant que ce nouveau type d'économie capitaliste devait permettre, et l'a fait d'ailleurs, de multiplier les échanges et les interactions et par conséquent permettre d'intensifier l'énergie tout en diminuant son impact sur l'environnement grâce à sa dématérialisation. Voilà, c'est l'époque où on parle des immatériaux. L'économie immatérielle intensifierait, j'utilise le conditionnel évidemment, la mobilisation du monde sans usure ni pillage, hein, avec un découplage entre la production d'une part et les ressources d'autre part. Voilà. Alors on sait, c'est une illusion, hein, je ne vais pas revenir sur ce fait. C'était aussi l'époque où on parlait beaucoup de sociétés post-industrielles. Bon, je partage tout à fait l'avis de Bernard Stiegler. Hein. Ces nouvelles technologies de l'information et de la communication ont surtout été au service d'une hyper-industrialisation hein, du monde. Alors simplement, les pays riches sont délocalisés et ont engendré cette hyper-industrialisation dans les pays émergents, mais en réalité, nous assistons à une augmentation de l'usure matérielle du monde, hein, donc très loin de la promesse initiale. Alors, je vais simplement, avant de passer à ma deuxième partie, hein, dire quelques mots sur l'économie environnementale. L'économie environnementale